Donc j'aimerais vous parler de 2-3 points qui sont assez simples, je pense, mais qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est que la situation est grave, ça vous le savez, et qu'elle est sans doute pire que ce que vous pensez. Grave, juste deux chiffres, la place de la France dans le domaine, dans l'investissement, dans la recherche, l'ensemble, privé plus public, n'arrête pas de reculer. Il y a 20 ans, on était les 7e au niveau mondial, maintenant les 15e. Une bonne partie de la responsabilité vient de la faiblesse de la recherche privée en France. Vous pouvez piloter longtemps là-dessus, je ne vais pas consacrer du temps à cela, mais c'est très important. Mais la recherche publique aussi se porte mal. Et si on regarde simplement la période correspondant aux deux derniers gouvernements, entre 2009 et 2012, le nombre de postes qui ont été proposés à l'embauche dans les universités a reculé de 13% en 3 ans, et au CNRS de 25%. Ça, c'est le passé. Maintenant, si on en reste à ce que le gouvernement veut, c'est-à-dire ne remplacer que les départs à la retraite, en essayant de nous faire croire que c'est très bien, c'est beaucoup mieux que pour tous les autres, si on s'en tient à cela, alors les perspectives de réduction des emplois pour la période 2012-2017, c'est moins 30% pour les universités et moins 38% pour le CNRS. Ça, c'est ce qui nous attend si on fait rien. Et ça, c'est en partie votre responsabilité. Pas que la situation soit comme ça, mais le fait de savoir si c'est ça qui se passera ou non. Le point suivant dont j'aimerais parler, c'est que une des choses importantes maintenant, c'est de défendre un emploi statutaire scientifique. Alors, pourquoi statutaire? Parce que vous savez très bien que dans la plupart des pays, il y a deux types d'emplois dans la science. Il y a les emplois précaires et il y a les emplois statutaires. Et que le ratio entre les deux est très différent suivant les pays. Et en gros, il y a deux grands modèles. Il y a le modèle anglo-saxon, où il y a un certain nombre de caractéristiques, université très sélective, groupe de recherche organisé autour d'un investigateur principal, un PI, pas mal de nombreux postdocs qui viennent du monde entier et qui ensuite, la plupart, ne trouvent pas d'embauche dans la recherche publique. En revanche, ils en trouvent assez souvent dans le privé. Donc ça, c'est un modèle de recherche. Il y en a un autre qui est le modèle français, avec recrutement d'un nombre de statutaires plus important que dans le modèle anglo-saxon, recrutement en principe proche de la thèse, travail organisé dans le collectif de travail, qui sont les laboratoires. Et tout de suite, j'y reviendrai, ces deux modèles sont en fait incompatibles. On choisit un modèle ou l'autre. Actuellement, si on pense que le modèle français, qui est original, qui est particulier, a ses raisons d'être et a montré son efficacité, et l'a montré, alors il faut se battre pour qu'il puisse continuer à exister, c'est-à-dire en particulier pour qu'il puisse y avoir un emploi statutaire pérenne de volume suffisant avec un recrutement proche de la thèse. Là, vous savez que chaque année, étant donné la pression à l'embauche qui augmente, l'âge moyen de recrutement recule de plus en plus. C'est quelque chose qui est très grave et qui fait qu'on s'écarte de ce modèle. Donc, soit on se bat pour celui-là, ou on peut dire, mais finalement, le modèle américain, le modèle anglo-saxon, c'est très bien. Mais les gens qui veulent défendre ce modèle, pourquoi pas? Ben alors, il faut le faire jusqu'au bout. Il ne faut pas dire, on prend un peu de ceci, un peu de cela. Il faut le faire jusqu'au bout. Il faut dire, nous voulons moins de postes statutaires au CNRS et dans les universités. Nous voulons plus d'argent sous les contrats et moins d'argent dans les crédits de base. Nous voulons aussi, nous sommes d'accord de sacrifier la plupart des postdocs, parce que nous savons qu'en France, il n'y a pas d'embauche dans la recherche privée, contrairement aux États-Unis. Donc nous sommes d'accord pour les sacrifier. Donc on peut faire ce choix-là. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est ce qui se passe actuellement. C'est un modèle chimérique, qui est une véritable chimère, qui est de dire on va continuer à dire qu'on est pour le modèle français, mais en fait, en ayant de plus en plus un système sur contrat et qui ressemble au système américain. Mais ce n'est pas ça le système américain, parce que par exemple,
ou anglo-saxon. La spécificité chez nous, c'est d'avoir empilé toute une série de structures de contrôle qui n'existent pas dans le système anglo-saxon. Il n'y a pas l'équivalent de l'ANR plus les IDEX, plus les Equipex, plus les communes, etc. aux États-Unis. Il y a des universités, il y a quelques bailleurs de fonds, point. Quand on cherche à avoir de l'argent en Angleterre ou aux États-Unis pour des équipements mi-lourds, disons entre 50 et 500 kg, eh ben, on a 2 structures auxquelles demander. Nous, en France, on a 8 ou 10. Et donc, on va passer beaucoup de temps à déposer des dossiers pour faire du cofinancement. Ça, ce modèle n'existe nulle part. C'est un modèle chimérique, merdique, à la française, et contre lesquels il n'y a pas de véritable révolte. Mais je crois qu'il faut avoir bien en tête le choix qu'on souhaite et ce qu'on veut défendre. Le point suivant que j'aimerais aborder rapidement, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est bien beau de dire il faut un plan pluriannuel pour l'emploi, mais c'est la crise, on ne peut pas faire autrement. Il faut tordre le cou à cette phrase, c'est un mensonge. Les gens disent que c'est la crise. Certes, il y a la crise, mais les raisons pour lesquelles le système fonctionne comme il fonctionne actuellement, elle fonctionne mal, ce n'est pas la faute de la crise, c'est la faute de choix politiques. Il y a de l'argent pour la recherche en France. Les gouvernements successifs, que ce soit Geneviève Pécresse ou Valérie Fioraso, ont fait les mêmes choix, ont toutes dit que, je le fais de temps en temps parce que ça soulage, disent que, par exemple, le crédit impôt recherche est une grande mesure très importante pour soutenir la recherche privée. La réalité, c'est que le crédit impôt recherche actuellement, c'est 6 milliards d'euros, ça a explosé depuis 2005, et dans la même période, la période récente, l'effort de recherche consenti par les entreprises privées a diminué en euros constants malgré cette explosion. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Le crédit impôt recherche, globalement, sur l'effort de recherche privée, a fait la démonstration de son inefficacité. 6 milliards d'euros, c'est beaucoup. 6 milliards d'euros, c'est à mettre en regard de ce que coûtent des postes dans le public. Un poste, on dit environ 50 000 euros, 1000 postes, 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, ce n'est pas des chiffres que je ne me suis pas couré dans les zéros. 50 millions d'euros, c'est 1%, moins de 1% du CIR. Et il faudrait que nous croyions qu'il est impossible de créer 1000 postes et plus, parce qu'il ne faut absolument pas toucher au crédit impôt recherche, il faut garder 100% et pas 99%. Donc, à l'évidence, il y a quelque chose qui ne va pas là. Surtout que sur ce crédit impôt recherche, il y en a un quart qui va à des PME dont on sait que c'est utile, ça peut être utile, en tout cas pour certaines d'entre elles, et puis tout le reste, c'est les moyennes ou les grandes entreprises. Sanofi, c'est 130 millions d'euros, dans une période où on sait qu'elle a licencié par centaines, dans la dernière période, c'est 1400 postes de recherche en moins. Donc l'inefficacité des 130 millions versés chaque année à Sanofi est absolument avérée. Donc, moi, je ne supporte plus d'entendre le mot crise, c'est la faute à la crise. Quand on a ces chiffres en tête, on n'accepte plus de se faire renvoyer à cela. J'aurais voulu parler aussi du millefeuille, mais je pense que je risque de déborder dans le temps. Donc, je voulais simplement dire que j'avais déjà dit rapidement qu'en France, on a cette capacité à empiler des structures qui ont un coût de fonctionnement et de temps que ça nous oblige à passer. Et ça aussi, c'est sans doute des centaines de millions d'euros qui sont en cause. Je dirais simplement que le CSRT, Conseil supérieur à la recherche, scientifique et technique, a évalué que pour l'ANR, le coût du fonctionnement de l'ANR, par le nombre d'heures chercheurs passés à déposer des projets qui ne seraient pas financés, c'est à peu près un tiers. Budget de l'ANR, 600 millions d'euros, un tiers qui part en fumée, 200 millions d'euros. Et pour les plans d'investissement d'avenir, il y a encore un certain nombre de centaines de millions d'euros. Donc, ça, je pense que c'est important de garder dans la tête que nos difficultés actuelles ne sont pas dues à la crise. Elles sont dues à une politique scientifique. Et maintenant, l'urgence, c'est vraiment d'avoir, si on veut conserver le modèle de recherche français et pas partir vers le modèle américain qui
je pense que c'est impossible en France en fait, il faut absolument un plan pluriannuel pour l'emploi. Je conclus, Olivier, en disant qu'il y a toutes les chances que le gouvernement n'entende pas raison. Et dans ce cas-là, la seule chose qui reste, c'est le rapport de force. Donc il faut arriver à créer des événements qui... la séquence d'événements, c'est d'abord... La première chose, c'est qu'il faut que les acteurs de la recherche, vous soyez convaincus que ça n'est pas acceptable et qu'une autre politique est possible. L'étape suivante, c'est d'essayer de faire passer ça dans la population, les médias, la population, et de créer des événements qui rendent cette chose-là spectaculaire. Bon, nous, en 2004, on avait essayé quelque chose, vous connaissez, l'émission des directeurs d'unité, on ne va pas répéter la même chose. Cette fois-ci, il va y avoir cette réunion du comité national le 11 juin, ce sera un petit événement, enfin en gros, je pense qu'il manque quelque chose. Il manque la possibilité de faire quelque chose de spectaculaire qui frappe les imaginations pour dire ça, pour dire ces choses simples. Et là, ça dépend de vous. Hein. Moi, je n'ai pas la solution. Et j'espère que ce qui serait bien, c'est que dans la discussion, il y a des gens qui fassent des suggestions, faire ceci ou cela. Ce serait super. Merci. On va continuer avec Anne Tate, donc présidente de l'Université Montpellier 3, qui va nous parler de l'emploi et des difficultés que connaissent les universités. Oui, alors je ne vais pas être beaucoup plus optimiste que mon voisin, je pense. Mais je vais prendre un exemple pratique et en plus tout à fait récent. Vous savez peut-être que dans mon université, au premier semestre, nous avons crié très fort pour expliquer que nous avions un déficit chronique et déficit créé par l'État sur la masse salariale. Ça nous a valu d'avoir d'abord un audit flash, et ensuite, comme cet audit flash n'avait rien donné, derrière des accusations de mauvaise gestion, un audit approfondi. Donc nous sortons de 4 mois d'audit approfondi, et les conclusions sont particulièrement intéressantes sur le sujet qui nous intéresse, je pense. Alors ils reconnaissent au fil du rapport, sans le mettre bien sûr en exergue, que oui, on a un déficit chronique d'1,5 million, oui, dû à la masse salariale, et que 62% de cette masse salariale, c'est juste la mesure sur les retraites qu'a pris le gouvernement. On peut ajouter d'autres mesures, mais on en restera là. Donc, tout en expliquant cela, qu'il y a un déficit chronique sur la masse salariale d'1,5 million, dû aux mesures gouvernementales, ils cherchent bien sûr des solutions pour nous sortir de cette situation de déficit. Donc j'ai appris comme ça que premièrement l'université investissait trop en recherche. L'université des lettres et sciences humaines, je vous laisse à penser pour vous ce que ça peut donner, mais enfin, sachez quand même que Montpellier 3, nous investissons trop dans notre recherche. Voilà. Au-dessus de la moyenne nationale. Donc trop. Et ça c'est un premier point. Et donc, évidemment, il n'y a pas de conclusion derrière, mais enfin, vous pouvez la tirer tout seul. Et la deuxième conclusion, c'est qu'il y a une solution très simple pour retrouver l'équilibre, en particulier de notre masse salariale, puisque c'est effectivement notre masse salariale qui nous plombe. 86% de la totalité du budget de l'université, c'est la masse salariale. Donc il y a une solution toute simple. Il suffit de transformer un nombre relativement conséquent de nos enseignants-chercheurs en Prague. Ah non, mais c'est ce qui est écrit dans le rapport. Hein. Je plaisante pas en disant ça. Parce que c'est très simple, vous comprenez, et ils font double nombre d'heures. Alors, pardon, certains peut-être ne savent pas ce que c'est qu'un Prague, excusez-moi. Un Prague, c'est un enseignant du secondaire. C'est-à-dire, c'est un agrégé ou certifié de lycée ou de collège qui est recruté à l'université et qui ne fait pas de recherche. Enfin, en tout cas, qui ne fait pas officiellement dans son emploi du temps de recherche. Et qui, parce qu'il ne fait pas de recherche, fait 2 fois plus d'heures qu'un enseignant-chercheur. C'est-à-dire qu'au lieu de 192, il fait 2 fois 192. Puisqu'un enseignant-chercheur doit consacrer la moitié de son temps à la recherche et la moitié de son temps à la formation. Donc, lorsqu'on embauche un personnel
qui est un personnel du secondaire, eh bien, il a double service. Il ne fait pas de recherche, donc il consacre tout son temps à la formation. Et il est écrit dans le rapport que non seulement, effectivement, il faut faire cela, mais que cette mesure de DRH doit rentrer dans la stratégie de l'université. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'universités dont la stratégie consiste à se priver de recherche et à devenir un collège universitaire, mais je ne voudrais pas être la première. Hein. Voilà, donc ça, c'est les préconisations que l'État nous fait après nous avoir mis un déficit chronique sur le dos. Alors, je peux vous expliquer comment on met un déficit chronique sur le dos de l'université, c'est très facile, mais les solutions proposées, c'est ça. C'est ou la fermeture de postes d'enseignants-chercheurs, ou la transformation en poste uniquement d'enseignants. Ça règle les problèmes financiers. C'est simple, la masse salariale, il est évident que c'est les enseignants-chercheurs qui coûtent le plus cher. Et donc, quand on veut réduire une masse salariale, le mieux c'est de fermer les postes. Et croyez-moi, il y a beaucoup de postes d'enseignants-chercheurs qui sont en train de se fermer en France, dans les universités. Alors, on vous explique qu'on en crée. Vous parliez tout à l'heure du taux qu'on nous propose. Il faut savoir que c'est effectivement plus des postes qu'on crée. Autrefois, dans une université, on vous créait des postes. On vous créait des postes qui étaient d'ailleurs spécifiques. C'était un poste de prof, un poste de maître de conférence. Ils étaient donc très précis. Vous embauchiez quelqu'un là-dessus et l'État payait la totalité du salaire. Que ce soit un jeune maître de conférence débutant, ça coûte un tout petit peu moins cher quand même qu'un professeur confirmé, ou que ce soit un professeur en fin de carrière, quel que soit le poste, c'était l'État qui payait, puisque de toute façon c'est lui qui payait la totalité des salaires. Maintenant c'est totalement différent, puisque depuis la loi sur les RCE, la masse salariale a été transférée aux universités. Donc l'État, quand il annonce qu'il crée des postes, il ne crée pas des postes, il vous donne une masse salariale. Cette masse salariale, on l'a dit, 50 000 euros, il faut savoir que par poste, avec 50 000 euros par poste, vous créez un poste de IATOS catégorie B. C'est-à-dire un poste de non, pas d'enseignant-chercheur, même pas d'ailleurs de Prague, les fameux dont on parle, mais un poste de secrétariat. Voilà. Donc quand on vous explique qu'on crée des postes, déjà il faut savoir que ce ne sont pas des postes d'enseignants-chercheurs. Ça ne peut pas être des postes d'enseignants-chercheurs, sinon vous divisez, enfin vous prenez 3 postes pour en créer 2, et si c'est des postes de prof, c'est plutôt 2 postes pour en créer 1. Déjà. Ensuite, on vous reproche de les créer, hein, puisque comme de toute façon l'État a créé un déficit, il vous faut d'abord combler ce déficit. Donc, par définition, il vous faut geler les postes qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création. Et il vous faut non seulement geler les postes qu'on vous donne, mais geler les postes que vous aviez déjà préalablement, puisque ça ne suffit pas pour rééquilibrer. Voilà. Donc clairement, pour moi, la bataille est engagée, c'est-à-dire, avant qu'ils arrivent à fermer un poste de ceux qui existaient dans mon université, je pense que je leur mettrai la révolution. On a commencé, non, mais on est sérieux. Je veux dire, on va se servir du rapport en question, et vous parliez de qu'est-ce qu'on peut faire. J'espère bien qu'on contribuera à mettre l'étincelle. Voilà. Et en tout cas, on est bien décidé. Parce qu'on nous demande, évidemment, dans ce rapport, après on nous demande, il faut que ce soit consensuel, hein, le rapport. Voilà. Je suis en train d'écrire la réponse. Donc, voir si c'est consensuel. L'IGAENR, sur commande du ministère. Voilà, c'était un petit aperçu de la situation actuelle des universités. Donc il faut savoir que les postes d'enseignants-chercheurs sont en train d'être fermés. Voilà, fermés discrètement. Malheureusement, beaucoup d'universités ne protestent pas. Sans doute, il y en a qui ont trop de postes. Moi, ce n'est pas mon cas. Bon, il est vrai que je suis la 70e université sur 77. D'ailleurs, si je fais ce que me demande, oui, en encadrement enseignant-chercheur par rapport au nombre d'étudiants. Si je fais d'ailleurs ce que le rapport me demande de faire, je vais passer derrière la Polynésie et le CUF d'Albi. J'ai très envie. Non, mais oui, ça vous fait rire, mais c'est réel. Hein. Voilà, c'est peut-être drôle comme ça présenté,
si on transforme effectivement un certain nombre de postes de professeurs ou de maîtres de conférences en Prague, pour savoir où est-ce que ça nous mettrait dans l'encadrement en enseignants-chercheurs. Et clairement, ça nous fait passer dans les tout derniers. Je n'ai rien contre le CUF d'Albi, mais c'est simplement un centre universitaire qui n'a pas de recherche. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ok, ben, merci. Parler des universités des sciences et peut-être un peu des communes et des choses un tout petit peu, pas trop. Donc merci. Je trouve que c'est. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités à Mémoire pour justement témoigner, on va dire, de la généralité du problème de financement aujourd'hui sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est que justement, il ne faut pas, on va dire, différencier, mettre en opposition les problèmes des uns et les problèmes des autres. Le témoignage d'Anne Fraisse le prouve aujourd'hui. La situation de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle est pas bonne. Et derrière, effectivement, il y a un enjeu général à réclamer des moyens supplémentaires. Et ces moyens supplémentaires arrivent un peu dans le milieu académique, donc dans les laboratoires, dans les universités. Elle n'est pas bonne non plus en France, et donc je pense que quand on veut défendre l'enseignement supérieur à la recherche derrière, eh bien c'est un enjeu de société. Je me rappelle les discours d'il y a 10 ans, et de défendre cette priorité pour le pays, de mettre les moyens pour l'enseignement supérieur et pour la recherche. Donc le premier message, vraiment, c'est celui-là, c'est voilà, il n'y a pas des universités d'un côté qui, parce qu'elles sont passées aux compétences élargies, vont gérer leur budget et leur misère de leur côté, et puis des organismes nationaux qui seraient protégés, et puis d'ailleurs on voit qu'ils ne le sont pas. On doit travailler, je ne vais pas parler, on va dire, de la politique de site telle qu'elle se décline dans les différentes régions, dans les différentes académies, mais le message important, c'est qu'on doit, en tout cas, tous travailler ensemble. On le fait, hein, déjà ici sur l'académie, on le fait entre universités, on le fait avec les organismes de recherche, et c'est important. Pourquoi ? Alain et Yann le disaient avant, quand les enseignants-chercheurs sont en difficulté, quand on supprime des postes dans les universités, et ce n'est pas la politique menée sur le site de Montpellier, ni à Montpellier 3, ni à Montpellier 2, ni à Montpellier 1, au contraire, la politique c'est de sauvegarder l'emploi, mais dans les lieux où on détruit de l'emploi, et bien derrière on détruit de la recherche. Mais pire, il y a un certain nombre de difficultés que rencontrent les universitaires, on a un tout petit peu parlé, mais on est confronté à un afflux massif d'étudiants, notamment en première année. Eh bien, cet afflux massif d'étudiants, pas forcément tous bien orientés, eh bien, ils retombent ensuite sur nos enseignants-chercheurs qui doivent s'épuiser à adapter les contenus de leurs enseignements, à faire parfois sous la contrainte des heures complémentaires, et donc, eux aussi se désengagent de leurs activités de recherche. Donc vraiment, je pense que là-dessus, tout est lié. Et comme l'a dit Anne, un des bienfaits, c'est peut-être le seul de notre mise en responsabilité via les compétences élargies, c'est que pour l'instant, on peut encore décider de sauver cet emploi public, ce qu'on fait chez nous. On peut le décider malheureusement à masse salariale constante, avec tout un tas de charges qui nous retombent dessus, mais on peut encore lutter contre le gel et la suppression des emplois. Le deuxième témoignage, il est en réponse à ce que disait Alain. C'est que nous aussi, dans l'universitaire, on est concerné évidemment par le devenir des doctorants, puisque quand même pour la plupart d'entre eux, ils ont étudié chez nous. Et là aussi, c'est un enjeu de société. C'était beaucoup défendu lors des assises. C'est pas assez remonté lorsque le projet de loi a été discuté. L'enjeu, c'est de reconnaître les diplômes universitaires, de reconnaître le doctorat, de reconnaître les masters. Aujourd'hui, on souffre dans ce pays de la faible insertion de nos docteurs ailleurs que dans le monde académique. C'était un des enjeux, on avait beaucoup travaillé, on avait beaucoup défendu ça lors des assises. Ça a été un petit peu traduit dans le projet de loi.
Alors, est-ce qu'il faudra du temps ou est-ce qu'il faudra insister plus là-dessus? Mais je pense que c'est aussi un enjeu, défendre nos diplômes. Et derrière l'insertion de nos jeunes, on parlait de la précarité, et je vais y revenir, eh bien ça y contribue. On a des jeunes qui font des études très longues et qui vont faire des postdocs, et puis ensuite, si les carrières universitaires ou académiques au sens large leur sont fermées, ils ont du mal à trouver de la place ailleurs, et on le verra certainement dans le témoignage suivant, même quand ils en trouvent ensuite, les reconversions sont compliquées. Et le troisième témoignage, alors, je ne veux pas dire que c'est un message d'espoir, mais quand même, voilà, on a un gouvernement qui a communiqué sur des efforts envers la jeunesse avec les emplois du réseau, comme quoi il y a quand même, alors évidemment, on voudrait toujours plus, mais il y a une différence avec le gouvernement d'avant. La première différence, c'est qu'aujourd'hui, on communique quand même beaucoup moins, voire, j'espère, plus sur la compétition que devrait mener entre elles les universités et dans une sorte de lutte où à la fin les gagnants auront tout et les autres feront ce que Anne décrit, nous deviendront des collèges pour former les licences. Mais le deuxième changement, il est petit, il n'est pas beaucoup, ça a été ce fameux emploi dont parlait Anne. Alors effectivement, on a eu 50 000 euros, c'est ça, et quelques dotations. Et je voudrais donner, voilà, c'est quand même un témoignage, ce qu'on a pu faire chez nous à l'université pour justement, non seulement préserver l'emploi, voilà, cette masse salariale, elle ne nous a pas véritablement permis de créer des emplois, mais elle nous a permis d'en stabiliser. Dans la composante que je dirige, à la faculté des sciences, on avait une quinzaine de personnels en situation précaire. Sur des postes précaires, c'est-à-dire des personnels qui n'étaient pas là pour faire des remplacements, qui n'étaient pas en CDD parce qu'on avait besoin de manière ponctuelle d'un renfort, mais des personnels qui étaient en situation précaire depuis de nombreuses années et qui étaient sur un poste pérenne. Grâce à ces emplois, sur ASO, eh bien, on a réussi à les titulariser. Donc on s'est servi de ces emplois et de la petite masse salariale qui nous était donnée, à payer finalement l'excédent, le différentiel, d'abord à créer ces emplois, et deuxièmement finalement à payer cet excédent qui correspond à ce qu'on connaît, donc toutes les charges et le paiement des retraites. Alors, évidemment, pour tous ces personnels qui étaient en situation précaire depuis pas mal d'années, ça a été un changement, évidemment, passer d'un statut de précaire à un statut de fonctionnaire. Mais ça a été aussi un changement pour les enseignants-chercheurs, puisque dans ma composante, avoir la certitude de retrouver à la rentrée l'interlocuteur, de ne pas avoir à communiquer des informations à une personne nouvelle, ça permet aussi de stabiliser, on va dire, le fonctionnement d'un département, le fonctionnement parfois aussi de laboratoire, puisqu'il y a eu des titularisations comme ça dans un certain nombre de laboratoires. C'est une petite lueur d'espoir, et puisqu'on est là pour, faire remonter des demandes, c'est aussi le signe que quand un geste est fait au niveau de l'État, ce geste, ce surplus, il peut être bien utilisé. Il ne s'agit pas de titulariser tout le monde du jour au lendemain, on sait les dégâts que ça peut faire, parce que ça fait évidemment des paliers, des effets d'aubaine, mais voilà, accompagner nos personnels pour qu'ils puissent passer des concours, stabiliser les emplois, stabiliser les fonctions, eh bien c'est un bienfait non seulement pour les personnels, mais c'est un bienfait pour l'ensemble de la communauté. Voilà, cette petite lueur que nous a envoyée le gouvernement, eh bien voilà, je pense que s'il faisait plus, on l'utiliserait tout aussi bien. Avec les interventions, donc on va passer la parole à Marion Lessac qui va nous parler de Sanofi et de l'emploi et peut-être un peu du crédit en recherche. Voilà, donc moi je suis venue pour témoigner de ce qui se passe dans la recherche privée. Donc ce qui me frappe quand j'entends ce qui se passe dans le public, c'est que le prétexte qui est donné pour limiter les embauches, c'est toujours de dire qu'il y a un problème de budget, qu'il n'y a pas assez d'argent. Et paradoxalement, dans la recherche privée, on a aussi un gros problème d'effectifs, puisqu'on vit un PSE chez Sanofi en ce moment. Il y a des suppressions de postes, mais par contre, nous n'avons aucun problème financier. On a même des excédents. Depuis 2008, Sanofi a accumulé quand même 50 milliards d'euros de bénéfices. Et dans le même temps, il y a eu
chez nous, c'est vraiment pas, enfin, dans le privé, c'est vraiment pas un problème de budget, c'est un problème de volonté. Mais ça rejoint ce que disait M. Trottmann, c'est que ce n'est pas, quand on dit que c'est un problème de budget, c'est un problème surtout de volonté politique. Et voilà, je vais vous parler donc, de ce qui se passe en ce moment, donc le PSE qui est en cours chez Sanofi. Donc il est mis en œuvre depuis le 17 mars, et sur Montpellier, donc c'est l'abandon de la recherche sur le site. Donc actuellement, nous sommes un site avec 1074 personnes, nous allons perdre 20% des effectifs, on va se retrouver 874, et c'est un site qui devrait se réorienter vers le développement uniquement, donc il n'y aura plus de recherche. Et à cela, en fait, on a déjà perdu 20% d'effectifs en 2009, donc on se retrouve avec 40% de moins. Donc on sait très bien qu'un site qui perd des effectifs, on est vraiment sur le déclin, et il y a très peu d'avenir. Je pense que dans les 5 ans, soit on sera vendu, soit on sera démantelé, soit on sera... on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Voilà, et sinon ce PSE qui est en cours, donc ça ne se passe pas que sur Montpellier, c'est dans la R&D en France. Il y a aussi le site de Toulouse qui va être abandonné. Donc c'est un site qui est entièrement dédié à la recherche avec 600 personnes. Et donc ils ont trouvé une solution qui est ni la vente ni la fermeture, et ils vont abandonner le site, c'est-à-dire ils décident d'autonomiser le site. Donc ils disent pendant 5 ans on va vous supporter financièrement, et au bout de 5 ans il faudra avoir vos ressources propres pour être autonome. Donc c'est une solution qui nous paraît un coup à l'échec, et même les plus optimistes n'y croient pas. On ne voit pas comment ça peut fonctionner dans ces conditions. Voilà, donc dans le même temps, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la stratégie de recherche de Sanofi, c'est de plus en plus d'externaliser sa recherche. En fait, Sanofi ne veut plus supporter le risque lié à la recherche, mais elle veut le faire supporter par quelqu'un d'autre. Par contre, elle veut bien garder les bénéfices liés à la vente des produits, mais par contre, le risque de la recherche, elle veut de moins en moins l'assumer. Donc la solution pour ne plus l'assumer, c'est de racheter des entreprises avec des portefeuilles de molécules, ou de racheter des molécules qui sont déjà bien avancées, et d'essayer ensuite de faire le développement. Une autre solution pour externaliser ce risque, ça va être de faire des partenariats publics-privés, donc avec la recherche académique. Donc là, ça rejoint un petit peu le fonctionnement qui est voulu pour la recherche publique, c'est-à-dire de devoir avoir des ressources propres. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça permet à Sanofi de capter les innovations qui viennent de la recherche publique. Et alors si ça les intéresse, ils prennent. Si ça ne les intéresse pas, ils abandonnent le partenariat. Donc c'est un système qui va être néfaste à la fois pour les salariés du privé, parce que nous, on perd des postes, et c'est néfaste aussi pour les salariés du public, parce que ça entretient la précarité, et ça alimente des contrats à court terme, et en plus, ça permet à Sanofi, donc à la recherche privée, d'orienter les axes sur lesquels ils veulent travailler. Donc on perd un peu de liberté de recherche pour la recherche publique. Et sinon, Sanofi aussi profite largement donc, du crédit d'impôt recherche. Donc c'était 130 millions d'euros pour 2012. Et ces 130 millions d'euros permettraient de titulariser 2600 précaires dans la recherche publique. Alors qu'on voit bien que Sanofi n'en a absolument pas besoin. On se porterait aussi bien sans ces 130 millions d'euros. Donc ça, c'est que pour notre entreprise. Sinon, les non-rentrées fiscales liées au crédit d'impôt recherche pourraient aller jusqu'à 6 milliards d'euros pour 2014. Donc ces 6 milliards d'euros, c'est un manque à gagner pour le budget de l'État. Et quand on le met en parallèle avec le budget versé par le ministère aux organismes de recherche publique, qui est de 6 milliards d'euros, on voit bien que le problème de la recherche publique, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le problème que l'argent n'est pas mis au bon endroit. Et sur ces 6 milliards d'euros de non-rentrée fiscale, les bénéficiaires, ce sont essentiellement des grosses entreprises. Donc dans les 25 premiers qui se partagent 30% du magot, on trouve
Sanofi en tête, Total, L'Oréal, Dassault, Peugeot, Servier. On trouve aussi beaucoup d'entreprises de la banque et de l'assurance. On se demande employés innov, employés recherche. En fait, ça ressemble vraiment à une niche fiscale qui est très très bien utilisée par les entreprises. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc il va s'ajouter à ça le crédit impôt compétitivité emploi. Donc ça c'est un impôt dont bizarrement va bénéficier aussi Sanofi, donc il n'y a vraiment aucune contrepartie, c'est pourtant quand même facile de vérifier qu'une entreprise supprime des postes, il n'y a rien de plus simple à vérifier, mais même une entreprise qui supprime des postes va pouvoir bénéficier du CICE, donc pour Sanofi ça devrait être encore 20 millions d'euros de cadeaux pour 2013. Et voilà, je voulais vous dire d'autres, je ne sais plus. Ben voilà, si vous avez des questions, on pourra discuter.